Donc, il faut raconter une petite histoire parce que il me semble que c'est très important. Donc, je travaillais en médecine interne à l'époque et les internistes me demandaient, comprenaient pas qu'on en parlait justement des questions, des concepts que pour nous sont fondamentaux, comme la castration, la privation, la frustration, le désir. Et les internistes me demandaient, Fernando, comment on ne comprend pas ce que tu racontes. Et ça, c'est un problème que nous rencontrons régulièrement quand nous parlons à un boulanger parle à un charcutier ou un poissonnier parle à un maçon. Donc il y a cette spécificité du discours et du langage en chaque métier. Donc il fallait que je puisse organiser quelque chose qui soit le plus limpide possible pour un jeune médecin. Donc à ce moment-là, j'ai construit dans une page A4 les démarches qui se déroulaient normalement de l'hôpital à la sortie de la cure. Laure Baudemont avait parlé tout à l'heure de cette notion de sujet, parce que c'est une notion qui Lacan utilise régulièrement. Quand c'est prêt, vous me dites. Hein? Oui, oui. Cette notion de sujet. Et, c'est vrai. Et c'est vrai que Lacan, quand on parle de la notion de sujet, c'est quelque chose de très énigmatique parfois. Et moi, par un souci d'y répondre aux questions légitimes des médecins, j'ai voulu un peu lire Lacan et lui proposer une interprétation de Lacan. Donc, j'ai mis ici le sujet, mais Lacan parle du sujet même ici. Hein? Parce que dans les premiers textes de Lacan au psychiatre, au fur et à mesure, il parle malade, il utilise le mot patient, et à un moment donné, sujet. Et mon interprétation, c'était justement, Lacan faisait ça par générosité. Dès que quelqu'un est sujet, c'est une manière généreuse de parler d'un malade. Un malade qu'on sait que parfois en médecine est maltraité. Hein, est traité parfois de manière très vétérinaire. Et avec la logique du DSM, ça ne s'arrangera pas. Hein. Donc, pour moi, donc, tout en reconnaissant ce que Lacan disait de sujet, il fallait tout de même qu'on puisse serrer davantage le concept pour qu'il soit clair. Donc, j'ai transformé le parcours de quelqu'un qui on rencontre à l'hôpital dans la position de malade jusqu'à la sortie d'une psychanalyse dans une feuille A4, n'est-ce pas, que la méthode un peu plus... Et elle était beaucoup plus pauvre il y a quelques années, mais on était obligé de réajuster, rectifier, etc. C'est un travail de recherche clinique, tout simplement. Ce n'est pas le livre des livres, hein, c'est un travail de recherche. N'importe quelle personne peut venir commenter. D'ailleurs, j'ai un interlocuteur privilégié qui est Jean-Baptiste Léguy, qui régulièrement m'interpelle. Maintenant, Diane aussi se mêle. Donc, il y a, petit à petit, chacun trouve, à partir de leurs difficultés cliniques, la possibilité d'interroger la cartographie pour savoir si on est dans la bonne route. Vous savez, pour faire de la navigation, il faut, avant de partir du port, lire la carte. Étudier, pas lire. Étudier. C'est ça que disent les marins. Il faut étudier la carte pour savoir où sont les balises, les sorties, voir la météo, etc., etc. Bon. Donc, ici, pour dire très rapidement, supposons que le malade, on le rencontre à l'hôpital à l'été. Notre visée, c'est de faire en sorte que ces malades puissent sortir de l'hôpital et venir à la CPP, notre consultation publique, ici dans le 9e. D'accord? Quand il arrive là, il va commencer, il sera sur le fauteuil, en face à face. Et comme Laure Baudemont vient de signaler, c'est par son discours, dit là l'importance de réanimer, réactiver, n'est-ce pas, soulever le discours freudien de la crasse, n'est-ce pas, psychiatrique, psychologique, universitaire, n'est-ce pas, qui par amour de l'ignorance, ont essayé de ensevelir, de noyer le discours freudien, qui ne veut pas ser un psychanalysant. Hein? Donc, moi, je
fréquenté 4 psychanalystes, et ça a duré longtemps même, et aucun m'a décliné la règle fondamentale. Il y a un qui, de manière timide comme ça, parlait vos pensées, tout comme machin, voilà. Et j'estimais qu'il fallait traiter mieux cette règle fondamentale. Ce n'est pas la règle fondamentale de Freud, c'est la règle fondamentale d'une patiente. On peut dater, on peut nommer. Elle s'appelle Madame Amy, elle était sur le divan, Freud vient vers elle, n'est-ce pas, avec cette férocité médicale et dit soigner, mais chez Freud c'est soigner et savoir, hein, et elle dit ne me touchez pas, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, Freud, par génialité, obéit à la patiente. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Freud va établir comme critère clinique de ne pas toucher, n'est-ce pas? De ne pas suggérer, de ne pas poser de questions et se taire. Voilà. Donc, la richesse de la psychanalyse, c'est toujours du côté du psychanalysant. Ce n'est pas du côté du psychanalyste. Normalement, quand il ouvre la bouche, ou il parle trop, je pense que c'est déjà le moment où je m'arrête, ou il part à côté. Il faut laisser le psychanalysant parler. Donc, ici, il arrive, hein, il est en face à face, par la richesse et par le respect de son discours, probablement, oui ou non, il posera ce que nous avons identifié comme question grand autre. On était allé chercher, je suis allé chercher ça, bien entendu, comme d'habitude, comme tout ce que je raconte. Hein, les uns et les autres ont fait la gentillesse et l'amabilité de me citer, c'est vrai, mais je dis mes sources. Mes sources sont freud-lacaniennes. C'est toujours chez eux que je pioche. Et je suis très satisfait. Il y a toujours de l'eau fraîche qui tombe de ces sources-là. Hein. C'est pas comme le DSM. Hein. Bon, je réponds. Donc, comme Laure Baudemont vient, et je vais m'arrêter, et Laure Baudemont vient d'évoquer Shakespeare, c'était justement là, en réalisant Shakespeare il y a quelques mois, que je me suis rappelé, hein, Shakespeare, je ne l'ai pas depuis hier, donc je me suis rappelé, donc en quelque part, j'avais assimilé cette question au grand autre qu'on trouve chez Hamlet. Voyez-vous? Et donc après, c'était juste commencer à prêter un peu plus attention quand le patient face à face posait la question, cette question vous posez à qui? Et à ce moment-là, je commençais à distinguer quand c'était au moi, quand c'était à la résistance sur moi, quand c'était à n'importe qui, quand c'était à lui-même, et quand il disait d'une manière bien précise, à ce moment-là, on invite la personne, est-ce que vous souhaitez passer, hein, s'allonger? Et à ce moment-là, on prend le bateau pour faire la circumnavigation, comme disait Magellan, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et donc, ce sont des représentations métaphoriques pour expliquer quelque chose qui, jusqu'à présent, moi, quand j'ai entré en psychanalyse, en tant que psychanalysant et en tant qu'étudiant, personne ne m'expliquait clairement pourquoi on a allongé les gens. Donc, maintenant, on a un dispositif. Ce dispositif est, bien entendu, du champ scientifique. À n'importe quel moment, on peut dire, écoutez, ça c'est faux. À ce moment, on annule, comme n'importe quelle recherche clinique, et on part à une autre chose. Mais au moins, aujourd'hui, on a quelque chose de matériel qui peut être repéré par un psychanalyste en Argentine, aux États-Unis, en France. Donc, il s'allonge, et à ce moment-là, il est dans la position de psychanalysant. Ici, il est en face à face. Là, il pose la question grand autre. Ici, il devient psychanalysant. Et il va faire ces parcours-là. C'est ici qu'on va voir, par exemple, que les maladies organiques commencent à s'apaiser. D'accord? On a des documents. Hein? Je suis tellement obsédé par cette chose de la recherche scientifique. Voyez-vous, ce n'est pas nécessaire d'être psychiatre ou psychologue nord-américain pour être scientifique aussi. Donc, les choses chez nous, c'est tout enregistré. Et ça c'est publié dans notre bulletin interne qui va témoigner si la personne est vraiment sortie de psychanalyse ou pas. C'est qui va déterminer qui celui qui est dans la position de supposé psychanalyste. Donc tout le monde sait que là, quand on parlait de sujet supposé savoir, et j'ai inventé supposé psychanalyste pour casser un peu le narcissisme des psychanalystes qui force les gens à s'installer sur le divan juste pour qu'eux, ils puissent se penser psychanalystes. C'est pas du tout ça.
tout le travail que j'ai mis en place, c'était justement pour dégonfler les moi. À commencer le psychanalyste, comme Laure Goudmont vient d'évoquer, qui est cette résistance première. La résistance est du côté du psychanalyste. Bon, et enfin, il devient psychanalysant, il fait son boulot, parce que c'est un deuxième boulot, hein, parfois 3 si on a déjà 2. Donc, un vrai boulot de venir chez le psychanalyste, on fait tout ça, et à ce moment-là, en reprenant toujours l'idée lacanienne de traversée de fantasme, parce qu'il y a traversée de fantasme, ça c'est la cure de névrosé. Hein. Pour le psychotique, j'ai parlé de la possibilité d'une île, on prend appui chez l'homme des lettres, parce que c'est ça qu'il faut nous indiquer, c'est que les poètes disent sur l'inconscient, j'ai passé des années à découvrir et à théoriser. Eh bien, je suis allé pour parler de la sortie du cuir chez le psychotique, on parle de la possibilité d'une île, et chez le pervers, la possibilité d'un mouillage. C'est drôle parce que moi j'invente les trucs et après moi-même j'oublie. Donc, à ce moment-là, il passe ici, et quand il passe ici, il devient sujet. C'est-à-dire, il devient responsable de sa vie. Il devient autre en rapport au monde. N'est-ce pas? Là maintenant, il ne va pas se battre avec le réel, il va danser avec. Une sorte de swing à la James Brown, ou comme vous voulez. Choisissez votre danseur et vous mettez ça dans votre vie, et c'est ça la sortie d'une cure quand on devient sujet.